Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous abordons en entretien la problématique de la redevabilité sociale au Bénin, stratégie et pratique pour un développement humain durable. Alexandre Alovopeou, expert international en redevabilité de Coady Institute Canada. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais super bien chez vous. Ça va super bien. Pour démarrer, qu'est-ce qu'on entend par redevabilité sociale? Merci, madame la journaliste. Je voudrais, avant tout propos, vous remercier pour cette opportunité que vous m'accordez et remercier aussi le Coady Institute et Canada ainsi que le centre Toston du Sénégal qui ont voulu bien faire de nous des experts internationaux en redevabilité sociale, plusieurs pays africains. Et ces moments nous ont permis de découvrir véritablement ce qu'est la redevabilité sociale et comment nous pouvons mobiliser la population dans l'atteinte des objectifs de développement de nos pays. Vous savez, la problématique de la redevabilité sociale, c'est une problématique et qui va conduire non seulement les décideurs, les détenteurs de pouvoir, mais aussi les détenteurs de droits qui sont des citoyens, vous et moi, à comprendre qu'est-ce qu'on fait de nous concrètement. Comment les décideurs, les détenteurs de pouvoir exercent le pouvoir dans les communautés. Et donc, la redevabilité sociale, c'est le mécanisme par lequel ces détenteurs de pouvoir rendent compte de leurs décisions, de leur gestion, de tout ce qu'ils font pour le bien de la population. Donc, la redevabilité, c'est un mécanisme de relation entre le pouvoir, Les décideurs. les décideurs et les citoyens. Et donc, cela voudrait dire que pour qu'il y ait une redevabilité, il faut l'engagement citoyen et un esprit de compte rendu des décideurs pour qu'il y ait la redevabilité sociale. Alors, pour fixer le débat, est-ce que vous pensez que aujourd'hui la problématique est d'autant plus interpellée et donc que le sujet se pose parce que à l'évaluation de l'articulation des programmes d'action de gouvernement, on pourrait aujourd'hui à la descente décréter que euh, le gouvernement béninois responsable mais pas redevable. Non. Et tout gouvernant reste redevable vis-à-vis de sa communauté. La redevabilité, c'est une obligation. Dès l'instant où, c'est du moment où tu as décidé de servir, parce que le pouvoir, ce n'est pas dominer, c'est servir. Le pouvoir, c'est servir. Donc, dans un esprit de service, on ne peut que rendre compte. Donc, la redevabilité, c'est une obligation. Ce n'est pas facultatif. Vous voyez? Donc, toute personne, même le chef de famille, a un devoir de rendre compte à son ménage de ce qu'il fait pour le bien de sa famille. C'est de la même façon jusqu'au président de la République. Chacun doit pouvoir jouer son rôle dans l'esprit de compte rendu. Lorsqu'on n'est pas dans un esprit de rendre compte aux gens, on fait ce qu'on veut. Est-ce qu'autrement, c'est une revendication pour plus de transparence? Non, ce n'est pas une revendication, c'est ce qui devrait être. Okay. Vous voyez, ce n'est pas le politique ni le décideur qui décide de la conduite à tenir par les citoyens, mais c'est le citoyen qui définit comment ces décideurs devraient agir. Mais nous, on est dans la perception que nous avons, nous tous, de pouvoir, surtout en Afrique, met tellement le décideur dans une position de domination où le compte rendu devient facultatif. Or, avec l'engagement de chaque citoyen, ceux qui ont le pouvoir devraient agir en sachant que j'ai une obligation de rendre compte. Alors, comment est-ce qu'on parle, à quel moment est-ce qu'on parle de redevabilité sociale? Comment est-ce qu'elle est mise en œuvre? Comment est-ce que je demande aux décideurs d'être redevables envers moi? Vous savez, d'abord, il y a des mécanismes réglementaires de redevabilité.
même si nous n'avons pas des institutions très fortes, hein, en Afrique, nous avons beaucoup plus des hommes forts qu'on craint. On ne devait pas craindre les hommes, mais on devait craindre les institutions de la République. Donc, c'est pour ça que je parlais de la perception du pouvoir. Mais nous avons des mécanismes de redevabilité réglementaires qui sont les décisions de contre-pouvoir dans nos États, que ce soit le Parlement, que ce soit les conseils d'administration, que ce soit comment on appelle, la justice, que ce soit la presse, que ce soit même la communauté à la base, ça représente des mécanismes naturels ou bien réglementaires de redevabilité où celui qui est décideur se sent obligé de faire le compte rendu à un conseil d'administration ou bien l'exécutif est obligé de rendre compte au Parlement. Ça, c'est ce qui est réglementaire que nous tous nous voyons. Mais si c'était fait. Mais je peux vous dire que ça ne suffit pas. Ces mécanismes réglementaires ne suffisent pas aujourd'hui. Il faut, parce que vous allez constater que depuis des années, dans nos pays africains, on investit énormément. Mais vous n'avez pas l'impression que le peuple se sent concerné par ce que font les décideurs. Par exemple, le Bénin, où aujourd'hui, malgré la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, les citoyens, pour ceux qu'on entend, disent que on voit des routes, mais on ne mangera pas des routes. Est-ce que c'est... Oui, c'est de ça que je parle. La redevabilité, au fait, exige à ce que la participation citoyenne soit active dans une république. Normalement, pour mettre en œuvre une politique gouvernementale, l'élaboration d'une politique ou bien d'un PAG, il devait avoir des sondages dans tous les ménages. Il devait avoir la participation citoyenne. Pour qu'à la descente, les citoyens se disent nous avons voulu. Nous avons dit que c'est ce que nous voulons ça et le gouvernement a pris cela en compte. Mais on ne réfléchit pas à Cotonou ou bien quelque part au-delà du pays pour concevoir un plan, pour concevoir un programme de développement et on vient et on impose à une population. Aussi illettrée que ce soit, la population ne s'en sentira pas concernée, ne trouvera pas son importance et ce sera de gaspillage. Donc, toute politique qui ne met pas la participation citoyenne au cœur, c'est un gaspillage. Alors, donc, si je comprends bien, la redevabilité, on ne parle pas de redevabilité après l'acte, mais déjà en amont, en fait. En amont, quand on parle de redevabilité, il y a d'abord la participation. La participation citoyenne. D'abord, lorsqu'on veut élaborer une politique, tout ce qu'on veut faire, il faut associer la communauté. Tous les groupes clés, tous les groupes sociaux doivent être associés, surtout les jeunes et les femmes, les personnes les plus marginalisées de la société. On doit chercher à connaître leurs aspirations profondes, leurs besoins. Et c'est sur cette base, aussi minime que ce soit ce projet que vous faites dans la communauté et qui répond aux besoins de la population en prend soin. Mais ce qu'on importe et qu'on vient leur créer sans leur consentement, ça reste là, vous allez constater. Dans nos pays séculés, vous allez voir des infrastructures dans la brousse, puisque le peuple ne se sent pas concerné. C'est pour cela que je dis que la redevabilité, d'abord, pour ceux qui ont des ambitions politiques, surtout pour 2026, tout ça, il devrait commencer déjà la mobilisation sociale, écouter la population pour savoir de quoi il s'agit, pour savoir de quoi ils ont besoin. Une politique qui n'est pas basée sur les besoins réels de la population est déjà un gaspillage des ressources pour le pays déjà en amont. Avant qu'on ne parle en aval, parce que vous ne pouvez que rendre compte de ce sur quoi vous m'avez associé. Vous venez me rendre compte de quelque chose que je ne suis pas associé. On ne va rester applaudir et partir. Ça voudrait dire que la redevabilité, c'est d'abord au début. C'est d'abord au début de toute élaboration de projet. C'est pour cela que je dis, aussi analphabète que ça soit une population, ils savent ce dont ils ont besoin. L'élite croit qu'il connaît les besoins de la population. Mais c'est de l'illusion. C'est une illusion de penser que je connais.
Mais lorsqu'on donne la parole aux citoyens, lorsqu'on inclut tout le monde, on découvre autrement qu'on pouvait dépenser moins que ce qu'on avait prévu. C'est pour cela que ce soit les PTF, que ce soit nos gouvernants, que ce soit le maire, que ce soit même un directeur d'entreprise, s'il ne tient pas compte des besoins de ses clients, sa politique est vouée à l'échec. Quel défi majeur entend-on relever en optant pour la redevabilité sociale en amont comme en aval? Le défi, c'est, comme vous l'avez énoncé, c'est le développement durable. C'est le développement durable qui met l'homme au cœur, ses besoins au cœur de l'action publique. C'est ça le grand défi aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, il y a la participation. Si on va véritablement faire de la bonne gouvernance, il faut déjà la participation soit active. Et c'est les gouvernants d'activer ça à travers vous les médias, à travers les organisations de la société civile et chaque citoyen. Parce que le pouvoir d'un citoyen est au-delà même du pouvoir politique. Toujours au niveau de la mise en œuvre de la redevabilité sociale dont il s'agit, comment est-ce que on pourrait la déployer? Moi, en tant que gouvernant, comment est-ce que je mets en place un mécanisme pour demander aux citoyens lambda son avis sur quelque chose que je veux faire? Je ne sais pas si... Voilà. Je vais vous dire simplement Oui. que la question de la redevabilité n'est pas de l'utopie. Ça peut être une réalité dans nos communautés. C'est vrai que nous avons, à cause du sous-développement, du niveau d'analphabétisme, un peuple manipulable. Ça, c'est très important qu'il faut tenir compte de ça, de l'évolution du peuple, qui, aujourd'hui, l'argent a pris le dessus sur la dignité et sur même l'abandon de ses propres besoins au détriment des besoins ou bien des idées, des intérêts inavoués d'un partenaire, que ce soit national ou international. Ça, nous avons, si la dignité n'était pas laissée au détriment de cela, je vous dirais que ça, aujourd'hui, la réalité de la redevabilité sociale devrait être quelque chose que nous allons construire. Comment la construire de façon pratique? Oui, voilà. Madame la journaliste, je vais vous dire que lorsque nous avons, je prends l'exemple d'une commune, d'une mairie, l'élaboration du budget devrait être un budget participatif. Un budget participatif qui inclut toutes les couches de la société. Il ne sert à rien de réunir le conseil communal et de répéter ce qu'on n'a pas pu faire l'année passée et de dire qu'est-ce qu'on va faire et puis on en fait. Non. On devrait consulter chaque communauté. Et chaque chef d'arrondissement devait porter l'aspiration de son peuple et non ce qu'il va faire pour être bon aux yeux de son camp politique, mais de la population. Donc, normalement, chaque commune devrait faire du budget participatif. Le budget participatif, c'est un outil de redevabilité sociale. Je vous donne l'exemple de nos écoles ou bien centres de santé. Il y a ce qu'on appelle un outil comme le tableau de bord communautaire, où la communauté, chaque acteur de la communauté, que ce soit les parents d'élèves par exemple, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants, tous ceux qui sont bénéficiaires du service éducatif, sont invités pour qu'on leur pose véritablement la question, qu'est-ce qui devrait être fait pour une bonne éducation de leur communauté? Et qu'ils soient intellectuels ou non, donnent ce point de vue par rapport à cela. Et la population de cette couche-là essaie de, soit par sondage, soit par vote, dire un peu dans quel sens nous voulons qu'on conduise notre communauté. Et c'est juste ça qu'un détenteur de pouvoir exécute. Et puis c'est tout. C'est simple. Je vous donne autre outil de redevabilité sociale, que ce qu'on appelle un bulletin citoyen, ou de façon périodique, ou avec les OSC, ou bien avec vous les médias, vous faites des enquêtes sur tel projet, sur alphatage par exemple, sur la construction des marchés par exemple, sur tel projet de développement par exemple. On essaie de questionner la population pour faire un bulletin citoyen qui dit réellement, clairement, ce qu'on est en train de faire là. Voilà ce que nous pensons de ça, voilà ce que nous pensons de ça.
ça améliore la gouvernance, ça aide les décideurs. Et non, le décideur se sent qu'on est en train de révéler ce qu'il fait. C'est très important en termes de redevabilité. C'est bien de Donc, sensibiliser. lorsque nous faisons ça, il y a ce qu'on appelle la réactivité du décideur. Puisque lorsque tu donnes la parole à tes citoyens de se prononcer sur ce que tu fais, c'est pour en tenir compte. C'est ça la réactivité. Il faut de la bonne réactivité des décideurs pour que la redevabilité soit une réalité. Mais au-delà de la réactivité, il y a ce qu'on appelle l'équité, l'inclusivité. Il ne faut pas exclure une couche de la population. C'est ça. Et à ce niveau, je voulais bien vous L'équité poser et la question de l'inclusivité. savoir, Oui. Monsieur Alvokwewu, Oui. comment est-ce qu'on identifie, afin d'inclure Oui. les populations qui ne forment pas les groupes classiques, en fait. Oui. Genre, parce qu'en termes d'opérationnalisation, on sait qu'il y a des groupes Oui. qu'on ne voit nulle part Oui. et qui sont laissés pour compte. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour les inclure dans Il y a ce qu'on appelle en termes de redevabilité sociale l'identification des parties prenantes. Okay. Normalement, dans tout projet, dans tout ce que nous voulons mettre en œuvre, on devrait en amont identifier les parties prenantes. Qui est le bénéficiaire? Qui d'abord est bénéficiaire de ce projet? Et quelles sont les parties prenantes, les parties concernées par cela, et les identifier pour ne pas oublier des gens les plus importants. Parce qu'il y a des gens qu'on ne voit pas, mais qui jouent un grand rôle. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir caché, le pouvoir invisible, qui, dans nos communautés, agissent sur les projets, mais que nous n'arrivons pas à appréhender. C'est pour cela qu'il faut nécessairement faire l'identification des parties prenantes au début de toute chose pour ne pas oublier des gens, surtout les couches les plus vulnérables, à les questionner pour tenir compte de leurs besoins. C'est pour ça que pour aboutir à une bonne inclusivité et à l'équité dans une société, il faut nécessairement identifier les parties prenantes. C'est ça. Moi, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, est-ce que la redevabilité sociale, finalement, n'est pas un vœu pieux dans un monde ou dans un contexte de négation même du principe de transparence? On est en Afrique, on est au Bénin, Ouais. et déjà, le chef de famille à la maison pense qu'il est faible lorsque, voilà, il tient informé sa partenaire des décisions qu'il veut prendre en amont et en aval pour la famille. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ces cas pour que la redevabilité sociale aujourd'hui que nous prenons ne soit pas un vœu pieux? Vous savez, ce n'est pas un vœu pieux, parce que tout être humain est sensible à la transparence. Tout être humain est sensible à la transparence. Vous savez... Mais les dirigeants n'aiment pas la transparence. Non, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons le peuple a évolué de telle sorte qu'aujourd'hui, l'attachement à la dignité a pris un coup dans nos sociétés, au détriment même de ses propres besoins, de ses propres convictions. On a abandonné ce qu'on appelle l'intégrité, la dignité. Et donc, c'est la crainte des décideurs. Mais je pense que en expliquant davantage aux citoyens le bien fondé de l'action, ils n'ont rien à craindre. La transparence, c'est des indices véritablement de la bonne gouvernance. Si nous sensibilisons les populations à prendre conscience de leurs droits, oui, à s'engager, voilà, dans les politiques. Voilà. Comment derrière faire comprendre aux décideurs qu'elles ne sont pas, que les populations ne sont pas dans une opposition? Je vais déjà vous dire que la vocation de l'engagement ou bien d'un citoyen n'est pas de se rebeller ou de s'opposer à un pouvoir public, mais c'est de l'accompagner à la réalisation des objectifs. C'est sur quoi on s'est accordé. Puisque vous avez présenté un projet, on s'est accordé, on t'a donné un mandat. Donc cela voudrait dire que ma vocation, c'est de t'accompagner, accompagner le décideur à avoir le résultat. Donc, vu dans ce temps, tout ce que je fais, c'est pour le bien de la communauté en tant que citoyen. Et ce que le décideur a fait, il doit comprendre que
les critiques des citoyens, que ce soit, et comment on appelle, de façon directe ou communautaire ou individuelle, c'est pour améliorer, puisque c'est pour la population qu'il fait. Et le peuple doit savoir qu'un dirigeant ne cède rien s'il ne demande rien. Et donc, il faut impérativement qu'on fasse du plaidoyer pour que les citoyens soient engagés derrière les politiques de gouvernement, les politiques publiques. Monsieur Alovopeou, est-ce que, à travers deux cas, aujourd'hui au Bénin, vous pourriez nous montrer comment est-ce que la redevabilité aurait pu corriger ou améliorer ce que le décideur a pensé qu'il faisait de bien pour les populations? Vous savez, je vais vous donner, je ne sais pas si c'est en 2020 ou bien 2021, ça doit être 2021. Le chef de l'État a fait une tournée dans toutes les communes du Bénin. Oui, quand il voulait se faire élire pour son deuxième mandat. Bon, est-ce que c'était pour le deuxième mandat? Mais je sais que cette action, une tournée de reddition de une comptes. tournée de reddition de comptes comme ça, c'est un mécanisme de redevabilité sociale. Et que normalement, si de façon régulière, les gouvernants, au lieu de passer par des lettres, des communiqués de presse, on a fait telle chose, descendre en communauté pour discuter avec le peuple, le décideur doit être en contact avec son peuple. J'estime que le gouvernement actuel ne le fait pas assez pour ce qu'on appelle amener le peuple à la participation citoyenne, à l'action gouvernementale. Or, cette action du chef de l'État, moi, en tant qu'observateur de la vie publique, j'ai quand même apprécié parce que ça libérait la parole des couches de la population. On voyait les femmes, les jeunes, le maire qui exprimaient de façon libre ce qu'ils entendent de leur communauté. Mais quel est véritablement l'impact de tout ceci lorsqu'après ce show, on va dire, lorsqu'après ce show politique, finalement, ce qui a été demandé par la population, ce qui a été demandé par l'élu local n'a jamais été pris en compte? Oui, il n'y a pas une évaluation. C'est pour cela que je disais que si cette action du gouvernement, il y a eu un retour du point de vue, le point des besoins de chaque population, et qu'aujourd'hui, on repart sur le terrain, on doit toucher du doigt ce qui se fait, ce qui a été fait après cette tournée. C'est pourquoi je vous dis, avec cet exemple seul, qui est une action noble de redevabilité sociale, on devrait faire de suivi et descendre, même si ce n'est pas le chef de l'État qui descend, le gouvernement doit pouvoir descendre. Le Parlement, il doit pouvoir descendre. Le maire doit être en contact avec sa population. Le préfet doit être en contact avec sa population. C'est de façon concrète ce qu'on appelle la redevabilité et que le peuple ait un sentiment d'appartenance. Vous savez, il y a des États où les citoyens n'ont pas le sentiment d'être dans leur pays. Ils ont le sentiment comme ils sont des étrangers dans leur pays. Ça, parce que la redevabilité est zéro. Parce qu'on doit avoir un sentiment d'appartenance à son pays, avoir envie de s'engager pour son pays, avoir envie de s'associer aux politiques de son pays. Qu'on vous associe ou pas, on fait des choses pour faire avancer sa nation. C'est le comportement, au fait, de nos décideurs qui amène les citoyens à s'engager. Donc, moi, cette émission, me permet de faire beaucoup de plaidoyer pour demander aux OSC, à vous les médias, de donner la voix au peuple, de donner le micro au peuple, d'exprimer leur vœu, leur volonté, leur impression sur les actions du gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'on est contre. Derrière ce que le peuple dit, il y a un besoin. Et c'est ça le décideur ce que j'invite aujourd'hui, il doit comprendre qu'à travers ce que le peuple dit, le comportement du peuple, il y a quelque chose qui se dit. Il y a quelque chose qui se dit et il devrait le capter et non se fier à ce qui est dit de la bouche. Moi, je ne sais pas si on est dans le même pays, mais après, je me dis, mais comment est-ce que, comment mettre en œuvre une participation sociale durable dans un pays où la société civile s'est muée dans un profond silence?
comment assurer un espace politique aux OSC dans la définition de la politique nationale? Oui, vous savez, moi, je suis un acteur de la société civile. Vous m'avez invité maintenant, je joue mon rôle d'acteur de la société civile en partageant cette réalité, cet outil que moi j'ai découvert à travers le monde, à partager avec les citoyens et les décideurs. Et en toute liberté, je le partage ici. Chaque acteur de la société civile devrait saisir les opportunités, que ce soit dans la communauté, que ce soit regrouper les femmes. On n'a pas besoin nécessairement de médias à exprimer et accompagner. On n'a pas besoin même d'un financement extérieur pour ça. C'est ça d'abord, c'est ça que j'appelle l'engagement citoyen. Est-ce que une société civile a exprimé son point de vue par rapport à telle ou telle chose et a été réprimée? Moi, je n'ai pas été réprimé. Et je viens de l'exprimer. J'ai dit, le chef de l'État a fait une tournée. Il n'y a pas eu de retour. Il doit y avoir une évaluation pour le peuple par commun pour dire, par rapport à ça, voilà ce que nous avons fait. Voilà ce que nous n'avons pas pu faire. Pourquoi nous n'avons pas fait? Le peuple aura un sentiment d'appartenance et aura les yeux fermés, accompagner davantage les gouvernants. Est-ce qu'on pourrait penser, M. Lavocquin, à des mécanismes de contrainte du décideur public, du décideur politique? C'est la mobilisation sociale. C'est la mobilisation sociale. Vous et moi, le peuple n'a pas conscience qu'il est détenteur de droit. Il n'a pas conscience qu'il est détenteur de droit. Il est le détenteur de droit. Il est le détenteur de droit. Et le pouvoir politique est sensible, très sensible à l'engagement citoyen. Ça, je le dis, et que chaque citoyen devrait s'engager à tous les niveaux à se prononcer sur toute action publique ou politique et à faire des propositions. Continuez par proposer, continuez par proposer, continuez par donner vos observations jusqu'au jour où le politique cède ou le décideur cède. Mais laissez faire tout le temps, ce n'est pas bon. Et le décideur doit aussi prendre conscience que le peuple en silence et qui ne dit rien, qui ne se prononce rien, ça ne veut pas dire que tu fais bien. Ça ne veut pas dire que tu fais bien. Tu risques, le pouvoir risque d'être étonné de la réaction du peuple face aux œuvres ou à toutes ses intentions. On ne pense pas à la place du peuple. On ne prend pas la place du peuple. Ça, c'est des appels très forts en termes de redevabilité sociale. On ne prend pas la place du peuple. On ne prend pas la place du citoyen et on conçoit tout à sa place et on lui impose. Tôt ou tard, tout s'écoule. Ça, c'est très important que aujourd'hui le monde a évolué. Le monde a évolué. On n'est plus dans 100 ans en arrière ou bien 200 ans en arrière où il faut tenir le peuple dans la rigidité, penser tout à sa place. L'intelligence a évolué dans le temps. Et justement, puisqu'on parle d'évolution, nous égrenons les dernières minutes de notre émission. Est-ce que à l'approche de 2026, où il y aura les élections municipales, il y aura la présidentielle, il y aura les législatives, est-ce que finalement, vous pensez que les mécanismes de gouvernance participative sont finalement un absolu pour des réformes efficaces et fondées sur les besoins des populations. Donc, est-ce que on travaillerait à appeler l'attention des prochains dirigeants à tous ordres, de tous les niveaux, à élaborer leur projet de société sur les besoins même des citoyens? Merci beaucoup. Je pense que sans pour autant être politologue, parce que je ne suis pas politologue, je vais juste demander à ceux qui aspirent diriger notre pays du niveau communal, même du chef village jusqu'au niveau suprême, le chef de l'État, à s'orienter vers les besoins réels de la population.
Ça, c'est très important. Il faudrait qu'ils se rendent présents dans la réalité du peuple et à contextualiser leur concept, ce qu'ils imaginent dans leur tête ou leurs rêves pour le pays. Ils devront le contextualiser, associer le peuple à leurs rêves et venir imposer leurs rêves pour faire le héros. Non, on est héros avec la population et on n'est pas héros hors de son peuple. On est héros avec une communauté. On n'est pas héros hors de la communauté. Donc c'est pour cela que je dis que tous ceux qui veulent diriger notre nation à partir de 2026 ou bien qui aspirent doivent être en communion avec le peuple et non diriger le peuple sans le peuple. Voilà ce que je peux vous dire pour votre question, madame la journaliste. Vous allez profiter pour conclure? Oui, je voudrais vous remercier pour cette opportunité et demander véritablement, ce n'est pas un concept véritablement nouveau. Les OSC, les organisations de la société civile, les partenaires techniques, les techniques et financiers au pays, ils le savent bien et nos dirigeants le savent bien. Mais je voudrais les inviter au terme de cette émission à ne pas craindre. À ne pas craindre la transparence, à ne pas craindre l'exclusivité, à ne pas craindre l'équité, à ne pas craindre la participation citoyenne et à fonder tout dans un état de droit qu'est le nôtre et à faire les choses de telle sorte à ce que le citoyen soit au cœur de leur politique et qu'en tant que décideur, qu'ils aient de la bonne stratégie pour associer à chaque étape de politique, d'associer le peuple à tous les niveaux pour le bien de la nation. Je m'en voudrais de finir sans pour autant vous dire à Bénin Reporter Monde de continuer son action. Merci. À tendre le micro à toute la communauté. Merci. Et à tendre le micro aux décideurs pour rendre compte de leur gestion. Je vous remercie. Merci, Monsieur Alexandre Alovo-Kmerou. Je rappelle que vous êtes expert international en redevabilité sociale de Coady Institute Canada. Et le sujet du jour, c'est la problématique de la redevabilité sociale au Bénin, stratégie et pratique pour un développement humain durable. J'espère que vous en avez pris graine. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci. Merci, madame.